Pendant des décennies, le mariage du prince Charles et de la princesse Diana a captivé le monde, de leur somptueux mariage de 1981, suivi par des millions de téléspectateurs, à la douloureuse dégradation de leur union, leur relation n'a été en rien le conte de fées qu'elle semblait être au départ. Leur histoire d'amour, marquée par l'infidélité, les ruptures de cœur et la surveillance publique, a conduit à un divorce amer en 1996 qui a menacé de bouleverser la monarchie. Mais quelle était la véritable vérité derrière leur mariage? Ont-ils jamais vraiment été amoureux? Diana était-elle la seule à avoir été lésée? À 76 ans, le roi rompt enfin son silence, et ses révélations secouent le monde. Que révèle-t-il? Et comment cela changera-t-il notre vision de l'un des mariages royaux les plus célèbres de l'histoire? Restez avec nous pour découvrir la vérité. Comment Diana et Charles se sont rencontrés? Charles et Diana se sont rencontrés pour la première fois en 1977, quand lui avait 29 ans et elle n'en avait que 16. À l'époque, Charles rendait visite à Althorp House en tant qu'invité de la sœur aînée de Diana, Sarah. Diana, encore une écolière, fut immédiatement frappée par sa présence, se rappelant plus tard sa première impression. Mon Dieu, quel homme! Pour Charles, Diana était charmante, vivante, pleine d'énergie juvénile, mais leurs chemins ne se croisèrent de nouveau qu'en juillet 1980. À ce moment-là, Charles pleurait encore la perte de son bien-aimé oncle, Lord Mountbatten, assassiné l'année précédente. Mountbatten avait un jour conseillé à Charles de profiter de sa jeunesse, mais de se marier ensuite avec une jeune femme obéissante. Lors de leur conversation ce jour-là, Diana évoqua la mort de son oncle, exprimant ses condoléances. « C'était horrible de te voir descendre le couloir avec le cercueil de ton oncle. Terrifiant. Tu as besoin de quelqu'un à tes côtés, » lui dit-elle. Ce fut un moment de connexion entre eux, et leur premier baiser. À partir de là, Charles commença à courtiser Diana, passant des heures au téléphone avec elle, partageant ses pensées sur leur vie et leurs avenirs. Mais aussi vite que la romance sembla fleurir, Charles se retira. Pendant 3 semaines, Diana n'entendit plus rien de lui. Puis, le 8 septembre 1980, Charles l'invita au château de Balmoral, la résidence écossaise de sa famille. Les médias furent rapidement informés de leur relation naissante, publiant des titres à la une des journaux. Le prince, à nouveau amoureux. Diana Spencer n'avait rencontré le prince Charles que 13 fois avant de se marier. Aux yeux du public, le mariage du prince Charles et de la princesse Diana était présenté comme une romance de conte de fées. Et au début, Diana croyait véritablement être amoureuse. Elle a un jour confié au biographe Andrew Morton « Je me souviens d'être tellement amoureuse de mon mari que je ne pouvais pas détacher mes yeux de lui. Je pensais vraiment être la fille la plus chanceuse du monde. » Mais derrière le glamour et le spectacle, la réalité était bien moins romantique. Charles et Diana se connaissaient à peine lorsqu'ils se sont mariés. Dans ses enregistrements personnels de 1992, Diana a réfléchi à combien de temps ils avaient de réellement passé ensemble avant leur fiançailles. « Nous nous sommes rencontrés 13 fois et nous nous sommes mariés », a-t-elle admis. Et même pendant ces rencontres, ils n'étaient que rarement seuls. La biographe royale Penny Junor a plus tard souligné « Ils ne se connaissaient vraiment pas du tout ». Diana a peut-être abordé le mariage en croyant à l'amour, mais les sentiments de Charles étaient bien plus compliqués. Lorsque le couple a été interrogé pour savoir s'ils étaient amoureux, Diana a répondu avec enthousiasme « Bien sûr !» Mais la réponse de Charles était bien plus révélatrice et devenue célèbre « Peu importe ce que signifie amoureux ». Les fiançailles. Après l'annonce officielle de leurs fiançailles en février 1981, Diana quitta son emploi d'assistante de maternelle et s'installa à Clarence House, la résidence de la reine-mère. Bien qu'elle provienne d'un milieu aristocratique, Diana n'avait pas de lien royal. Cependant, sa famille avait des liens étroits avec la monarchie. La reine Élisabeth était même la marraine du frère cadet de Diana, Charles Spencer. Académiquement, Diana avait eu des difficultés à l'école.
elle n'a jamais poursuivi de diplôme universitaire et a passé seulement quelques mois dans une école de finissage en Suisse, où elle a étudié le français, la couture, la sténographie et la dactylographie. Malgré le grand spectacle entourant leur fiançailles, Diana et Charles avaient à peine passé de temps ensemble avant qu'il ne fasse sa proposition. Dans une interview pour la BBC, Charles se souvint plus tard de la façon dont il l'avait demandé en mariage. « J'avais prévu de partir avec ma mère en Australie depuis un certain temps. Alors j'ai pensé, eh bien, je vais lui demander maintenant. Comme ça, elle aura le temps d'y réfléchir et de décider si elle peut accepter l'idée ou non. » Mais Diana n'avait pas besoin de réfléchir. Elle dit oui sans hésitation. Pour Charles, Diana semblait correspondre au modèle attendu, une jeune femme dévouée, prête à être une épouse fidèle. La bague de fiançailles iconique. La bague de fiançailles que Charles offrit à Diana n'était pas une pièce sur mesure, mais celle qu'elle avait personnellement choisie dans le catalogue d'un joaillier. Elle comportait un saphir ovale frappant de Ceylan, entouré de 14 diamants, un design qui deviendrait l'une des bagues royales les plus iconiques de l'histoire. Il y a eu beaucoup de spéculations sur la raison pour laquelle Diana choisit cette bague particulière. Certains pensent qu'elle l'a choisie parce que le saphir bleu profond correspondait à la couleur de ses yeux. D'autres se souviennent qu'elle avait dit « Diana était la plus grande », suggérant qu'elle voulait simplement l'option la plus imposante disponible. Une autre théorie est que la bague lui rappelait celle de fiançailles de sa mère, ce qui en faisait un choix sentimental. Cependant, les critiques ont affirmé qu'elle l'avait choisie uniquement parce que c'était la bague la plus chère de la collection. Des années plus tard, son fils, le prince Harry, exprima ses propres sentiments à propos de cette bague. Il déclara qu'il n'aimait ni sa taille ni son design, avouant que lorsqu'il tenait la main de sa mère, le grand sertissage lui faisait souvent mal. Le mariage royal. Le 29 juillet 1981, le monde entier regarda le prince Charles et Lady Diana Spencer échanger leurs vœux à la cathédrale Saint-Paul à Londres. Charles choisit spécifiquement Saint-Paul plutôt que l'abbaye de Westminster en raison de son envergure. Elle pouvait accueillir un orchestre complet et le chœur renommé de la cathédrale, ce qui en faisait le cadre idéal pour un spectacle royal. Pour sa robe de mariée, Diana se tourna vers les jeunes créateurs David et Elizabeth Emmanuel, dont les premiers clients de couture incluaient Bianca Jagger. Le couple souhaitait créer une robe qui entrerait dans l'histoire, mais surtout une robe que Diana aimerait. Diana arriva à la cathédrale dans une grande calèche, bien qu'elle dût y aller seule. Son énorme voile laissait peu de place pour que son père puisse s'asseoir à ses côtés. Sa robe était un chef-d'œuvre de tradition et de romantisme, confectionné avec de la dentelle ancienne ayant appartenu à la reine Mary de Teck, importée de France. Caché dans la robe se trouvait un fer à cheval en or 18 carats, un charme discret pour la chance. La robe était tout simplement dramatique, avec un train de 8 mètres de long, le plus long de l'histoire des mariages royaux. Gérer son poids et sa longueur nécessitait une formation spéciale, tout comme marcher gracieusement sous un voile fait de plus de 140 mètres de tulle. Dans les semaines précédant la cérémonie, des ajustements de dernière minute durent être effectués, car la taille de Diana avait rétréci de 13 cm à cause du stress. Sa tiare, une pièce éblouissante sertie de 1930 diamants, était un héritage de la famille Spencer, offerte à sa grand-mère en 1919. Contrairement à d'autres tiares royales, que Diana trouvait inconfortablement lourdes, celle-ci était un favori sentimental. Mesurant 1,78 m, soit 5 pieds 10 pouces, soit la même taille que Charles, elle opta pour des chaussures plates afin de ne pas paraître plus grande que son époux. La robe de mariée de Diana devint immédiatement une source d'inspiration, influençant les mariés du monde entier avec ses manches bouffantes, son corsage ajusté et sa jupe volumineuse. Cependant, tout le monde n'était pas impressionné. Un magazine la qualifia célèbrement de beaucoup de robes, peu de princesses. Pourtant,
Avec ses 10 000 perles brodées à la main et son artisanat exquis, elle devint l'une des robes les plus mémorables de l'histoire. Le mariage lui-même fut un événement mondial, avec environ 750 millions de personnes suivant l'histoire de ce conte de fées à la télévision. Le jour de son mariage, Diana fit une déclaration audacieuse en omettant le mot « obéir » de ses vœux. Un geste sans précédent pour une mariée royale à l'époque. Mais les nerfs prirent le dessus sur elle un autre moment, lorsqu'elle inversa accidentellement le nom de son mari, l'appelant Philippe Charles au lieu de Charles Philippe. Charles aussi fit une erreur en disant à Diana « tes biens » au lieu de « mes biens mondains » dans ses vœux. Peut-être le moment le plus révélateur de la cérémonie fut que Charles oublia d'embrasser sa mariée à l'autel. Ce geste fut reporté à leur arrivée au balcon de Buckingham Palace, où ils partagèrent un baiser devant près de 4000 spectateurs. Ce moment devint tellement iconique qu'il serait repris comme tradition lors des mariages royaux suivants. Le bouquet de la mariée de Diana était entièrement composé de fleurs cultivées en Grande-Bretagne, un détail qui reflétait la grandeur et le symbolisme de ce jour. Juste après la cérémonie, Diana décrivit l'expérience comme « incroyable, merveilleuse, comme le paradis ». Pourtant, sous la surface, ses nerfs étaient accablants. Elle admit plus tard qu'en chemin vers l'autel, elle pouvait entendre le bruit de ses genoux qui s'entrechoquaient. Leur mariage fut un spectacle mondial, suivi par un estimé de 750 millions de personnes. Pour le monde, c'était le conte de fées parfait, une célébration de l'amour et de la force durable de la monarchie britannique. Mais les contes de fées peuvent être trompeurs. Cette nuit-là, alors que le monde se délectait du spectacle, Charles éclata en larmes. Il était douloureusement conscient qu'il n'aimait pas Diana, du moins pas de la manière dont elle en rêvait. Il s'accrochait à l'espoir que, tout comme sa grand-mère, la reine Élisabeth, plus tard la reine-mère, il finirait par aimer sa femme, comme elle avait appris à aimer le roi George VI. Mais Diana était déjà engloutie dans ses propres tourments. Les premiers signes de rébellion de Diana. En vérité, le mariage était voué à l'échec dès le départ. Le cœur de Charles appartenait à une autre, Camilla Parker Bowles, la femme qu'il aimait depuis des années et qu'il n'avait jamais vraiment oubliée. Au début des années 1970, il tomba profondément amoureux de Camilla Parker Bowles, au point que le journaliste Jonathan Dimbleby remarqua plus tard « Il a perdu son cœur pour elle presque immédiatement ». Cependant, en 1973, Camilla était fiancée à Andrew Parker Bowles, laissant Charles passer à autre chose, du moins en public. Pourtant, ses sentiments pour elle ne s'éteignirent jamais vraiment. Selon Karen Mooney, une ancienne membre du personnel royal, Charles était désespérément malheureux dans son mariage avec Diana. Évidemment, il était amoureux de Camilla Parker Bowles à l'époque, mais il était l'héritier présomptif du trône, donc il devait trouver quelqu'un pour porter ses héritiers, et il fit ce qu'on attendait de lui, expliqua-t-elle. Pour Charles, le mariage était plus une obligation royale qu'une union d'amour, laissant Diana désirer l'affection qu'il ne pouvait pas lui donner. Diana comprit cela juste avant le mariage lorsqu'elle découvrit un bracelet que Charles avait commandé pour Camilla, gravé des initiales F et G, une référence à leur surnom pour eux-mêmes, Fred et Gladys. La vérité douloureuse devint encore plus claire lors de leur lune de miel. Diana remarqua que Charles portait une paire de boutons de manchette. Un cadeau de Camilla. La prise de conscience la frappa profondément. 5 mois après le mariage, alors qu'elle était enceinte du prince William, Diana était consumée par le désespoir. Un jour, à Balmoral, elle se jeta dans un escalier. Elle admettra plus tard qu'elle protégeait instinctivement son ventre en tombant, sachant qu'elle ne perdrait pas le bébé. Mais la réaction de Charles fut glaçante. Il ne se précipita pas à ses côtés. Il ne la consola pas. Il partit à cheval. Des heures plus tard, il rentra chez lui, insensible, indifférent. La pression de son mariage devint insupportable
et en 1989, Diana affronta enfin Camilla lors d'une fête d'anniversaire. Regardant sa rivale dans les yeux, elle lui dit « Je sais ce qui se passe entre vous et Charles. Je veux juste que tu le saches. » Camilla, imperturbable, répondit « Tu as tout ce que tu as toujours voulu. Tous les hommes du monde sont amoureux de toi. Tu as 2 enfants divins qui t'adorent. Que veux-tu de plus ?» La réponse de Diana fut dévastatrice dans sa simplicité. « Je veux mon mari. » Souffrir en silence. Bien que leur mariage manquât de la passion enflammée d'une grande histoire d'amour, le prince Charles et Lady Diana remplirent quand même leur devoir royal, se mariant et accueillant 2 fils, William et Harry. Mais derrière l'image publique d'une jeune mère radieuse, Diana souffrait en silence. La maternité, au début, fut une expérience isolante et douloureuse pour elle. Elle lutta contre une dépression postpartum, un trouble rarement évoqué à l'époque, surtout au sein de la famille royale. En réfléchissant à cette période sombre, elle admettra plus tard. « J'étais malade de la dépression post-natale, ce dont personne ne parle. Vous vous réveillez le matin en ne voulant pas sortir du lit. Vous vous sentez incomprise et juste très très faible en vous-même. » Plutôt que de recevoir du soutien, Diana se rendit compte que sa souffrance devint encore une arme utilisée contre elle. Cela donna à tout le monde une merveilleuse nouvelle étiquette. Diana est instable et Diana est mentalement déséquilibrée. Et malheureusement, cela semble avoir persisté ici et là au fil des années. Désespérée de fuir sa douleur émotionnelle, Diana se tourna vers l'automutilation, se coupant les bras et les jambes dans des moments de détresse. Elle savait comment le monde extérieur allait le percevoir. Les gens le voient comme un cri de loup ou une recherche d'attention, et ils pensent qu'à force d'être dans les médias tout le temps, vous avez suffisamment d'attention, mais en réalité je criais pour aller mieux afin de pouvoir avancer et continuer mon devoir et mon rôle de femme, mère, princesse de Galles. En plus de sa dépression, Diana développa la boulimie, un trouble à la fois symptôme de son tourment intérieur et, dans une certaine mesure, renforcé par le traitement qu'elle recevait de son mari. Selon son biographe, Andrew Morton, Diana avait d'abord perdu du poids à cause du stress avant le mariage, mais le trouble se manifesta pleinement pendant leur lune de miel. Le déclencheur? Une remarque décontractée mais blessante de Charles. Il l'entoura de ses bras et lui dit « Tu es un peu ronde, chérie. » Pour Diana, ce n'était pas juste un mariage. C'était un effondrement lent de soi-même. Pression médiatique. Même les mariages les plus solides auraient pu avoir du mal à supporter le regard incessant des médias que Charles et Diana ont enduré. En tant que futurs rois et reines, ils étaient constamment poursuivis par les médias, n'ayant que peu de place pour la vie privée ou la tranquillité. Pour Diana, le poids de cette attention est devenu accablant. Elle a ensuite réfléchi à la façon dont la présence médiatique incessante a contribué à leur malheur. « Mon mari et moi, on nous a dit quand nous nous sommes fiancés que les médias se calmeraient, mais ça ne l'a pas fait. Et quand nous nous sommes mariés, ils ont dit que ça se calmerait, mais ça n'a pas été le cas. Puis, cela a commencé à se concentrer sur moi, et j'avais l'impression de me retrouver sur la couverture d'un journal chaque jour, ce qui est une expérience d'isolement. » Le regard n'était pas partagé de manière égale. Il reposait presque entièrement sur ses épaules. Aucun détail de sa vie n'était privé, que ce soit ses vêtements, ses cheveux ou la moindre remarque qu'elle faisait en public. C'était difficile de partager cette charge parce que j'étais celle qui était toujours mise en avant, que ce soit dans mes vêtements, ce que je disais, ce que mes cheveux faisaient, tout, alors qu'en réalité, ce que nous voulions être, ce que nous voulions soutenir, c'était notre travail. Dans une tentative de reprendre le contrôle sur sa vie, Diana finit par supplier la presse de se calmer. Comprendre et me donner le temps et l'espace qui ont manqué ces dernières années. Mais sa demande resta sans réponse. Même dans ces derniers instants, les caméras n'ont jamais cessé de la poursuivre. Perte de foi. Lorsque le prince Charles et Camilla Parker Bowles ont ravivé leur romance, son mariage avec Diana était déjà au-delà de la réparation, du moins à ses yeux.
Bien qu'ils fussent toujours légalement liés, Charles et Diana s'étaient déjà émotionnellement détachés de leur relation. Dans une interview pour le New York Times, Charles insista sur le fait qu'il était resté fidèle à Diana jusqu'à ce que ça devienne irréparablement cassé, nous deux ayant essayé. Mais l'un des scandales royaux les plus dommageables allait bientôt exposer à quel point sa connexion avec Camilla était profonde. Lorsqu'un enregistrement téléphonique obtenu illégalement a fait surface, révélant des conversations intimes et explicites entre Charles et Camilla, le monde a été choqué, et Diana aussi. Elle admit plus tard avoir entendu au moins une de ces conversations en direct. Sa réaction à tout cela est devenue l'une de ses remarques les plus célèbres. « Eh bien, nous étions 3 dans ce mariage, donc c'était un peu encombré. » Lorsqu'elle a confronté directement Charles au sujet de son aventure, il ne l'a pas nié. Au lieu de cela, il l'a justifié, lui disant apparemment « Eh bien, je refuse d'être le seul prince de Galles à n'avoir jamais eu de maîtresse. » Cependant, Charles n'était pas le seul à chercher du réconfort ailleurs. Pendant leur mariage troublé, Diana s'est rapprochée de son garde du corps, Barry Manaki, une relation qui a suscité suffisamment de préoccupations pour qu'il soit retiré de son poste. Par la suite, elle a eu une romance de 5 ans avec James Hewitt, l'instructeur de cheval de ses fils. Hewitt a plus tard décrit leur aventure amoureuse comme quelque chose qui s'est développé au fil du temps. C'est une période graduelle. Et puis, vous savez, soudainement, vous ne pouvez plus vous passer l'un de l'autre ou vous voir autant que vous le voulez. La romance entre Diana et Hewitt a mené à des rumeurs persistantes selon lesquelles il serait le père biologique du prince Harry, en grande partie à cause de leurs cheveux roux communs. Cependant, la chronologie a prouvé la spéculation fausse. Harry est né 2 ans avant le début de leur aventure. Malgré leurs infidélités, Charles et Diana ont annoncé initialement une séparation avec l'intention de continuer à remplir leurs devoirs royaux ensemble. La reine, cependant, avait d'autres projets. Les dommages à la réputation de la famille royale avaient déjà été faits. Le conte de fées soigneusement construit du prince et de la princesse parfaits s'était effondré, et Diana, autrefois le plus grand atout de la monarchie, était désormais vue comme un fardeau. Le scandale devait être contenu. Le 12 juillet 1996, le bureau de presse de la reine annonça ce que le monde attendait depuis longtemps: la dissolution amiable du mariage de Charles et Diana. Ce qui avait autrefois été célébré comme le mariage du siècle était désormais devenu le divorce du siècle. Quelques jours avant ce qui aurait été leur 15e anniversaire de mariage, leur séparation formelle a été finalisée. Diana a perdu son titre d'Altesse royale et son bureau au palais de Saint James. Mais il y avait une chose qu'elle ne perdrait jamais: son rôle de mère. Elle et Charles ont convenu de partager la garde de leurs 2 fils, William, 14 ans, le futur roi, et Harry, 11 ans, qui continuerait à vivre avec elle. La fin d'une époque, le début d'une autre. Dans les années suivant son divorce, Diana est restée l'une des femmes les plus recherchées au monde, poursuivie par des prétendants riches et sans cesse scrutée par la presse. Mais le 31 août 1997, la tragédie frappa. La princesse perdit la vie dans un accident de voiture dans le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Elle et son partenaire, Dodi Al-Fayed, avaient tenté d'échapper à la poursuite incessante des paparazzis lorsque leur chauffeur perdit le contrôle. Le monde resta sous le choc. Pendant ce temps, Charles commença lentement à réintroduire Camilla Parker Bowles auprès du public. En 1999, il apparut avec elle pour la première fois au Ritz à Londres, où une foule de 200 photographes attendait leur arrivée. Au cours des années suivantes, des experts royaux travaillèrent soigneusement pour réhabiliter l'image de Camilla, la transformant de la femme accusée du chagrin de Diana en une présence plus acceptée au sein de la famille royale. En avril 2005, Charles et Camilla officialisèrent leur union, se mariant lors d'une cérémonie civile discrète à Windsor. Leur relation, autrefois source de scandale, est depuis restée sans controverse. Pas de conte de fées, pas d'infidélité,
juste un partenariat qui, malgré tout, a perduré. La relation entre la princesse Diana et le prince Charles s'est améliorée après leur divorce. Après leur divorce, la relation entre le prince Charles et la princesse Diana prit un ton plus amical. L'amertume qui avait jadis caractérisé leur mariage commença à s'estomper et leurs interactions devinrent plus civiles, voire amicales. Selon la biographie de Sally Bedell Smith, Prince Charles, The Passions and Paradox of an Improbable Life, Charles visitait souvent Diana et les deux parlèrent de leurs fils, William et Harry. Tina Brown, auteure de The Diana Chronicles, partageait ce sentiment, écrivant que leur dynamique s'était définitivement apaisée après le divorce. Ils discutaient de leur travail caritatif. Et selon Brown, Diana était même parvenue à accepter la présence de Camilla dans la vie de Charles. Mais cette paix fragile ne dura pas longtemps. En 1997, la vie de Diana fut tragiquement interrompue dans un accident de voiture à Paris. Selon son amie Simone Simmons, Charles fut dévasté en apprenant la nouvelle, lui disant plus tard au Daily Mail qu'il ne se rendit compte qu'il l'aimait qu'après sa mort. La vérité complète de leur relation ne sera peut-être jamais connue, mais une chose est certaine. C'était un lien compliqué, souvent douloureux, qui a commencé sous une pression immense et s'est terminé dans le chagrin. La relation entre Charles et Diana fut marquée par l'amour, le devoir, le conflit et la tragédie, se déroulant sous le regard incessant du public. Aujourd'hui, à 76 ans, le roi Charles III a brisé son silence, choquant le monde avec sa perspective sur le passé. Mais alors que l'histoire continue d'être réexaminée, une question demeure. Leur mariage était-il voué à l'échec dès le départ, ou les choses auraient-elles pu se dérouler différemment dans d'autres circonstances? Faites-nous part de vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu approfondi sur l'histoire royale et les dernières mises à jour. À la prochaine.